Il n'y a pas meilleur combattant de MMA sur Terre qu'un champion de l'UFC. Bien que certains n'ambitionnent pas de rejoindre l'organisation car ils ont trouvé leur bonheur ailleurs, si on parle de niveau dans l'octogone, il n'y a pas plus prestigieux qu'une ceinture de la première organisation mondiale. Même si ça n'a pas toujours été le cas, on va en parler dans cette vidéo, devenir champion de l'UFC est synonyme d'hégémonie et de domination sur le reste des combattants du monde. Mais même parmi cette élite, tous ne sont pas égaux et tous n'ont pas marqué le sport de la même empreinte. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a eu 23 règnes de champion des poids lourds pour 18 différents athlètes qui ont gravé leur nom dans l'éternité. La division des poids lourds est la première à avoir été dotée d'une ceinture et naturellement, c'est l'une de celles qui a l'histoire la plus riche et la plus dense. Pour classer les règnes de ces athlètes, je prendrai en compte le contexte de leur victoire initiale, l'impact de leur règne et la densité de leur adversité, leur nombre de défenses, le tout saupoudré d'un peu d'appréciation personnelle qu'il m'est toujours difficile d'enlever. Attention cependant, un meilleur règne ne signifie pas un meilleur combattant. Il y a une vraie distinction, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui est quantifiable. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà tous les règnes de champion des poids lourds de l'UFC classés du pire au meilleur. Numéro 23, Josh Barnett 2002. Certains d'entre vous s'en doutaient peut-être, mais on ouvre cette vidéo avec le très éphémère règne de George Barnett. Battre Randy Couture n'est pas un mince exploit, mais on s'en souviendrait comme d'un moment bien différent si Josh n'était pas devenu le premier combattant à se faire retirer son titre pour contrôle positif au dopage. Barnett était visiblement chargé comme une mule lors de l'UFC 36, et au lieu d'attendre un nouveau title shot que l'UFC lui promettait après la fin de sa suspension, il s'en est allé au Japon pour continuer sa carrière au Pride et au Pancras. Un règne qui n'aurait jamais dû démarrer et qui a été marqué par son caractère très éphémère, bien dommage que ce soit ainsi que se soit achevé le second règne de Couture qui était absolument fantastique. Numéro 22, Bas Rutten, 1999. Le règne de champion de l'UFC de Bas Rutten n'est pas vraiment en adéquation avec son illustre carrière au Pancras. Légende respectée du sport, il n'a pas exactement brillé dans l'octogone. Sa victoire contre Kevin Randleman pour la ceinture vacante lors de l'UFC 1 est l'une des premières grosses controverses de l'histoire de la promotion. Pour le dire clairement, Kevin Randleman avait assez largement remporté ce combat, mais la décision a été attribuée à Bas Rutten par les juges. C'était un autre temps, on jugeait un combat aux dégâts dans son intégralité, mais même ces critères-là n'ont pas été respectés. Évidemment, ce moment a ouvert beaucoup de spéculations sur une potentielle entourloupe au vu du statut légendaire de Bas, mais tout ce qu'on peut dire c'est que son règne n'a pas démarré sur les meilleures notes, et il n'a pas eu de suite d'ailleurs, car Rutten a tout simplement rendu la ceinture vacante, d'abord expliquant qu'il souhaitait combattre dans une catégorie de poids plus légère, puis prenant sa retraite suite à des problèmes de santé, un non-règne si on veut, qui ne doit pas entacher le statut légendaire de El Guapo. Numéro 21, Randy Couture 1997. Randy Couture avait déjà 34 ans lorsqu'il est devenu champion de l'UFC pour la première fois. Le Morgan Freeman du MMA mondial a toujours été vieux, mais il a toujours été létal. En battant Maurice Smith lors de l'UFC Japon ou UFC 15.5 comme il est parfois appelé, Randy a remporté la première de ses 6 ceintures dont une intérimaire qu'il allait conquérir dans la promotion. Si gagner des titres de l'UFC est un thème majeur de la carrière de Couture, l'autre thématique qui a marqué sa carrière est les conflits ouverts qu'il a eu avec l'UFC, et ça a commencé bien avant l'apparition de Dana White. Alors que la promotion voulait qu'il défende sa ceinture contre Bas Rutten, il a coupé court aux discussions pour des raisons financières et s'en est allé aux côtés du Vale-Tudo Japan. Cette signature a mis un terme à la collaboration entre Couture et l'UFC, pour le moment du moins parce qu'il n'allait pas tarder à faire son retour. Numéro 20, Frank Mir 2004. Le règne de Frank Mir est extrêmement malheureux. Alors qu'il avait soumis Tim Sylvia en moins d'1 minute lors de l'UFC 48, un accident de la route l'a malheureusement forcé à abandonner sa ceinture et à prendre plus d'1 an de pause. La route jusqu'au sommet de la division a été longue, mais 4 années plus tard, il remporte une ceinture intérimaire contre Big Knock au milieu du règne sans rythme de Brock Lesnar. Comme prévu par le règlement de la vidéo, cela ne compte pas, mais je devais le mentionner pour donner un tournant un peu plus positif aux aspirations des titres de Mir. Vu l'état de la division des lourds en 2004, il y aurait vraiment eu la place pour un long et fructueux règne pour ce dernier, mais malheureusement, on ne saura jamais vraiment trop ce qui aurait pu se passer. Numéro 19, Mark Coleman, 1997. Il y a un début à tout, et pour la ceinture des poids lourds de l'UFC, c'est l'UFC 12 qui a été le théâtre du tout premier couronnement d'un champion. Après avoir remporté les tournois de l'UFC 10 et de l'UFC 11, Mark Coleman s'est emparé de ce nouveau Graal en soumettant Dan Severn en un peu moins de 3 minutes. Cette nouvelle ceinture était en réalité une unification du Super Fight Championship remporté par Dan lors de l'UFC 9 l'année passée, avec les ceintures de champion de tournoi de Mark. On était évidemment très loin des standards modernes, mais ce moment a forcément une place toute particulière dans l'histoire du sport. Mark ne conservera pas le précieux sésame bien longtemps, car il le perdra face à Maurice Smith quelques mois plus tard dans un combat qui a été perçu pendant longtemps comme le meilleur que l'UFC n'ait jamais produit. Numéro 18, Rigo Rodriguez 2002.
Le plus haut des hauts et le plus bas des bas, voilà comment résumer le règne de Rico Rodriguez. Lors de l'UFC 39, il a battu Randy Couture dans un combat pas bien fameux, mais il est devenu le premier athlète propre à battre The Natural à l'UFC et ça doit compter pour quelque chose. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à se saisir de ce momentum et il a immédiatement perdu sa ceinture au profit de Team Sylvia lors de l'UFC 41. De l'autre côté du globe, un certain Fedor commençait à faire parler de lui et les poids lourds de l'UFC étaient sur le point de sombrer dans une époque bien complexe qui les verrait être relayés à un second plan de la hiérarchie mondiale. Numéro 17, Maurice Smith, 1997. L'ère des strikers a débuté avec la victoire de Maurice Smith contre Mark Coleman lors de l'UFC 14. En devenant champion de l'UFC, le kickboxer a démontré que le pied-point avait toute sa place dans l'octogone. L'un des rares, si ce n'est l'unique champion de l'histoire de la promotion à être devenu champion alors qu'il comptait plus de défaites que de victoires à son palmarès, Maurice Smith était aussi le fruit d'une promotion en pleine construction qui peinait à se trouver une régularité. Il devient le tout premier champion de l'histoire à défendre sa ceinture lorsqu'il a mis les jambes de Tank Abbott hors d'état de nuire lors de l'UFC 15. Il perdra sa ceinture au profit de Randy Couture quelques mois plus tard lors de la toute première venue de l'UFC au Japon. Numéro 16, Team Sylvia 2003. Le début de la carrière de Team Sylvia était assez sensationnel. Invaincu après 13 combats lorsqu'il fait ses débuts à l'UFC, il ne lui en aura fallu que 2 dans la promotion pour devenir champion du monde. Une victoire par TKO contre Rico Rodriguez, puis une défense contre Gad McGee lors de l'UFC 44, et voilà que l'UFC s'est trouvé un semblant de stabilité après quelques années mouvementées. Le premier règne de Sylvia s'est heurté à une clé de bras de Frank Mir, mais comme on le sait, ce n'était pas la fin pour le Maniac. Un premier règne un peu anecdotique, au milieu d'une époque bien faible pour l'UFC. Team était un combattant solide pour les standards de l'époque, mais comme vous me l'entendrez dire plusieurs fois dans cette vidéo, le niveau d'opposition était à des années-lumière de ce qui se faisait au Japon, et pour donner un comparatif qui est à prendre avec des pincettes bien sûr, c'est un peu comme si Renan Ferreira disait partout qu'il était le meilleur poids lourd du monde. Numéro 15, John Jones 2023. Alors que plus d'un an et demi s'est écoulé depuis sa prise de pouvoir à l'UFC 295, John Jones est enfin sur le point de faire sa toute première défense de ceinture contre le seul poids lourd plus inactif que lui, Stipe Miocic. C'est un bien curieux règne que celui de John, miné par une blessure et par la volonté inflexible de l'UFC de le faire affronter Stipe, alors même qu'un champion intérimaire est en train de faire des ravages dans la promotion. Mais pour tout l'agacement qu'a procure et continuera de procurer son passage au sommet des poids lourds, la victoire de John Jones contre notre français Cyril Gane était on ne peut plus démonstrative. Après avoir soigneusement évité un combat contre Francis Ngannou, Bones a profité du défaut majeur qui mine la grande majorité des poids lourds modernes, l'unidimensionnalité de leur style. Il ne lui aura fallu qu'un peu plus de 10 minutes pour devenir champion du monde, mais depuis, l'attente est interminable. Difficile de le placer plus haut dans la liste pour l'instant, mais impossible d'occulter ce qu'il a accompli en une grosse centaine de secondes chez les poids lourds. Comme tout le monde, j'aimerais qu'il affronte Thomas Spinal, mais j'ai la curieuse impression que l'UFC 309 sera la dernière apparition de John Jones dans un octogone. Numéro 14, Randy Couture 2007. Le troisième règne de Randy Couture a vraiment mis en évidence la nécessité d'un renouvellement profond de la division des poids lourds. À presque 44 ans, The Natural est venu délivrer le monde du MMA d'un second règne de Team Sylvia et il nous a gratifié d'un règne bien particulier. Comme beaucoup de combattants de l'époque, Randy n'était pas en très bons termes avec l'UFC et cette relation a vastement compliqué son temps au sommet de la division. Il voulait plus d'argent, de meilleurs adversaires et ce n'est pas sa défense de titre contre Gabriel Gonzaga lors de l'UFC 74 qui allait le rassasier. Une décision de justice et un nouveau deal lucratif plus tard, Randy a eu ce qu'il voulait, un immense combat contre Brock Lesnar qui allait lui rapporter gros. S'il a probablement été satisfait de l'aspect pécunier de l'affaire, il a perdu sa ceinture contre le nouveau phénomène de la promotion, finissant un règne correct mais extrêmement tendu et bien plus marqué par l'extra sportif que par ce qui s'y est passé dans l'octogone. Numéro 13, Fabricio Werdum 2015. Si la carrière de Fabricio Werdum était adoptée dans un film, les thématiques abordées seraient la revanche, le travail acharné et l'accomplissement personnel. Délaissé par l'UFC, le Brésilien s'en est allé du côté du Strike Force et il est devenu le premier homme à réellement battre Fedor au plus grand plaisir de Dana White. Fort de cet accomplissement, son retour dans la promotion mondiale numéro 1 a produit des étincelles. Alors qu'il devait affronter Cain Velasquez pour la ceinture lors de l'UFC 180, ce dernier se retire d'un combat et Fabricio met KO Mark Hunt pour devenir champion intérimaire. Une ceinture bien temporaire pour Werdum qui soumet Cain à Mexico City quelques mois plus tard, lui prenant sa ceinture et achevant les rêves éternellement brisés de Dana White de conquérir le marché mexicain. Il ne la gardera pas bien longtemps en revanche, un second combat avec Cain étant tombé à l'eau à cause des blessures au dos de Velasquez, son règne est entré en collision avec la fusée Stipe Miocic qui le mit KO en moins de 3 minutes lors de l'UFC 198 pour lui prendre le titre. Une fin de règne un peu amère pour Werdum qui ne rebondira jamais pleinement mais au moins il a pu prouver à tous que le virer de l'UFC était une mauvaise idée. Numéro 12, Cain Velasquez 2010. Le premier règne de Cain Velasquez était
plein de promesses. Il était invaincu, avait fini 7 de ses 8 premiers adversaires et surtout, il venait de mettre KO Brock Lesnar lors de l'UFC 121 pour devenir champion. Un pay-per-view acheté par plus d'1 million de téléspectateurs, il semblait alors qu'il avait un jet patch accroché au dos et que la fusée Velasquez était prête à décoller. Et puis, alors que les yeux du monde étaient rivés sur sa première défense de titre, Junior Dos Santos a éteint la trajectoire lumineuse de Kane d'un overhand du droit en pleine tempe. Un moment suspendu dans le temps qui a, il faut le dire avec honnêteté, un petit peu fait chier tout le monde. Kane récupère la ceinture un an plus tard et il reprend son chemin glorieux, mais son premier règne n'a pas exactement rempli toutes les promesses escomptées. Numéro 11, Kevin Randleman, 1999. Après s'être fait voler la ceinture par les juges de l'UFC 20, Kevin Randleman a enfin eu son moment de gloire lors de l'UFC 23. Battant Pete Williams par décision unanime, il est devenu le deuxième poids lourd à défendre sa ceinture avec succès contre Pedro Rizzo lors de l'UFC 26. D'une certaine façon, c'était un peu le premier règne qui semblait être un vrai règne car l'UFC prenait petit à petit forme et commençait à ressembler à une vraie promotion. On était bien sûr loin des standards modernes, mais pour l'époque, Kevin avait accompli beaucoup et Pedro Rizzo était un adversaire respecté qui a offert l'un des premiers combats de ceinture qui semblait très légitime. L'UFC 26 était la première carte depuis l'UFC Brésil à avoir eu 2 ceintures défendues lors de la même soirée et au bout de la nuit, Kevin Randleman trônait au-dessus du monde. Il perdit son titre quelques mois plus tard contre Randy Couture à l'occasion de l'UFC 28 pour laisser place au premier grand règne des champions des poids lourds. Numéro 10, Andrei Arlovski 2005. Andrei Arlovski est un cas intéressant, même s'il est devenu champion du monde en 2005, je serais prêt à défendre l'idée qu'il a connu ses meilleures heures près de 10 ans plus tard lors de son fantastique retour à l'UFC en 2014. Mais en 2005, le Bélarus a profité d'une division en perdition pour devenir champion de l'UFC. Pire encore, sa ceinture intérimaire a été transformée en ceinture incontestée suite à l'accident de Frank Mir. Il fait partie de ceux dont je vais compter la défense intérimaire comme une défense globale, mais pour le coup, ça va pas vraiment trop aider son cas. Avec des victoires éternelles contre les titans que sont Justin Eilers et Paul Buentello, ont touché un peu le fond de la division des poids lourds de l'UFC. Rarement la division n'a paru aussi faible, mais au royaume des aveugles, Andrei Arlovski était le roi. Numéro 9, Junior Dos Santos 2011. Junior Dos Santos est l'un des meilleurs poids lourds de l'histoire du MMA, mais son règne s'est un peu perdu au milieu de celui de ses contemporains. Une victoire à la surprise générale contre Cain Velasquez pour la première de l'UFC sur la Fox lui a permis de conquérir la ceinture devant l'une des audiences les plus fournies de l'histoire du MMA. Un moment tout à fait historique, mais Cain aura ensuite prouvé par 2 fois qu'il était bien le meilleur combattant des deux. Junior a tout de même défendu sa ceinture lors de l'UFC 146 contre Frank Mir en short notice. Il devait affronter Alistair Overeem, mais les tests antidopage étaient incapables de déterminer si le néerlandais était bien un poids lourd de l'UFC ou un bœuf destiné à la consommation. Frank Mir était un adversaire dangereux, bien sûr, mais il était sur le point d'entamer sa lente descente aux enfers, qui s'est achevée là où s'achèvent toutes les descentes aux enfers de l'époque, le Bellator. Dos Santos a certes battu Frank, mais après avoir perdu son titre contre Cain quelques mois plus tard, il était difficile de ne pas le considérer comme un champion d'emprunt en attendant que Velasquez ne reprenne ses esprits. Il était un poids lourd d'exception sans aucun doute, mais le début des années 2010 appartenait à Cain et à personne d'autre. Numéro 8, Team Sylvia 2006. Dieu bénisse l'Amérique, voilà de nouveau le champion le plus impopulaire de l'histoire des poids lourds. J'en fais beaucoup avec Team Sylvia, mais il faut dire que ces règnes sont tombés au pire moment pour la promotion. Alors que l'UFC avait désespérément besoin d'un champion charismatique pour essayer de concourir avec la division des poids lourds du Pride, on était bloqué avec ce bon vieux Team Sylvia, une machine à décision un peu amorphe qui détournait les foules du produit. Pour sa défense, pendant que Fedor affrontait Mark Hunt et que Mirko Cro Cop participait à un tournoi exceptionnel avec Wanderlei Silva, Josh Barnett et Big Nog, Team Sylvia devait défendre son titre contre Andrei Arlovski et Jeff Monson. En d'autres termes, c'était un petit peu couru d'avance. Sa rivalité avec Andrei Arlovski avait de la substance par contre et a donné lieu à quelques beaux combats, c'est juste qu'à l'époque, personne n'en avait vraiment grand chose à faire. C'est à un point où la ceinture des poids lourds a été reléguée dans le co-main event de l'UFC 65, un fait rarissime. Il était un bon champion, il était actif, mais malheureusement pour lui, la ceinture de l'UFC n'était pas disputée par les meilleurs poids lourds du monde et il était difficile de rivaliser avec ce qui se faisait de l'autre côté du globe. Son second règne donne le sentiment d'être extrêmement secondaire et son niveau d'opposition n'a pas aidé. D'autant plus que Randy Couture est sorti de sa retraite avec près de 44 ans et l'a absolument massacré, ce qui n'aide pas vraiment son cas. Numéro 7, Francis Ngannou 2021. C'est un bien curieux règne que celui de Francis Ngannou. Le Camerounais a remporté sa ceinture des mains de celui que beaucoup considèrent comme le meilleur poids lourd moderne, Stipe Miocic. Un KO exceptionnel lors de l'UFC 260 qui a propulsé Francis au sommet de la hiérarchie mondiale. Mais l'histoire de son règne, c'est surtout celle d'un bras de fer avec l'UFC et Dana White qui ressurgit encore de temps en temps de nos jours. Au milieu de cette guerre incessante avec la promotion et avec toute la pression du monde sur ses épaules, Francis défend son titre contre son ancien coéquipier Cyril Gane lors de l'UFC 270 et il prouve que le striker
lutteur unidimensionnel qui avait fait son apparition dans la promotion en 2015 est devenu un poids lourd extrêmement complet. Malheureusement, ce sont ses relations tendues avec l'UFC qui auront raison de son règne. Le 14 janvier 2023, Dana White annonce que le contrat du Predator a été rompu et qu'il est désormais un agent libre. Une fin frustrante pour les fans, mais pas vraiment pour Francis qui est parti s'aventurer dans des défis un petit peu plus lucratifs. Pour ce qui est de son règne en revanche, avec une seule défense de ceinture, difficile de le placer plus haut, mais s'il tombe sur cette vidéo, il séchera probablement ses larmes dans une mare de billets. Numéro 6, Stipe Miocic 2019. Après la perte de sa ceinture des mains de Daniel Cormier lors de l'UFC 226, Stipe Miocic a mis un point d'honneur à prouver qu'il était bien le meilleur poids lourd de la planète en battant l'ancien olympien non pas une fois mais bien deux. Une victoire par KO lors de l'UFC 241, puis par décision lors de l'UFC 252 ont permis à Miocic d'affirmer clairement qui était le meilleur des deux hommes. Quelques mois après qu'il ait forcé DC à prendre sa retraite, il se fera finir par Francis Ngannou qu'il avait pourtant battu assez largement en 2018. Ce règne est largement le moins dense de sa carrière et avec 2 combats de titre espacés en 2 ans, l'hégémonie de Stipe est aussi intervenue à un moment de creux assez important pour la division des poids lourds. Néanmoins, ce second règne lui aura permis d'asseoir un peu plus sa place dans l'histoire et de prendre part à l'une des trilogies les plus sous-cotées de l'histoire du MMA. Numéro 5, Daniel Cormier 2018. Vous pardonnerez mon anglicisme, mais la victoire de Daniel Cormier lors de l'UFC 226 était ce qu'un jeune étudiant en cinéma un peu péteux appellerait un feel-good moment. C'est le caractère exceptionnel de son accomplissement qui est d'ailleurs la raison pour laquelle ce règne est au-dessus de ceux du second de Stipe et de celui de Ngannou. Après avoir passé une moitié de décennie à essayer de sortir de l'ombre de John Jones, Daniel y a accompli un exploit phénoménal, devenir champion dans 2 catégories simultanément. Une prouesse exceptionnelle pour un combattant qui a pris le sport d'assaut dans les années 2010 et a toujours succombé à la cruelle hégémonie de John Jones. L'UFC 226 était le moment de Daniel et un doigt d'honneur massif à tous ceux qui le traitaient comme un champion des lourds légers de substitution, ce qui, il faut le dire, n'était pas complètement faux. Sa défense de ceinture contre Derrick Lewis lors de l'UFC 230 semblait un peu anecdotique et surtout, elle n'était qu'un amuse-bouche avant l'inévitable revanche entre Daniel et Stipe que le champion a malheureusement perdu par KO. Le règne de Daniel Cormier en tant que champion des lourds est presque exclusivement lié à sa première victoire et à ce moment d'histoire phénoménale, mais il avait 40 ans lors du second combat contre Stipe et il était évident que son temps au sommet ne serait pas long. Numéro 4, Randy Couture 2000. Randy Couture a été champion des poids lourds 3 fois, mais pour ce que ça vaut, son second règne est le meilleur et de loin. Après s'être réconcilié avec l'UFC, il a fait son retour lors de l'UFC 28 pour mettre KO Kevin Randleman. Ce combat est un classique parmi les classiques et l'un des rares combats de titre de l'époque à se finir par un KO. Randy récupère tout l'aura accumulé par Kevin l'année passée et il a entamé un règne qui le verrait devenir le premier champion des lourds à défendre 2 fois sa ceinture. Après avoir proposé le combat de l'année contre Pedro Rizzo à l'UFC 31 et remporté une décision unanime, l'UFC reprogramme les 2 hommes pour essayer de recréer la magie lors de l'UFC 34. Cette fois-ci, pas question de laisser les choses entre les mains des juges pour Randy, qui finit Pedro dans le 3e round. Une seconde défense de ceinture historique et l'avènement d'un combattant qui donnait vraiment l'impression d'être le tout meilleur du monde. Un sentiment que l'UFC aura beaucoup de mal à recréer chez ses poids lourds pendant de longues années. Numéro 3, Brock Lesnar 2008. Brock Lesnar était plus grand que le MMA. C'était le sentiment qu'il donnait en tout cas, enchaînant les main events des pay-per-view les plus vendus de l'époque les uns après les autres. Il semblait pourtant au début de son run dans la promotion que Brock ne serait rien de plus qu'une attraction annexe hors du chemin de la ceinture et vivant sur son propre royaume. Et puis, l'UFC l'a propulsé dans un combat de titre contre Randy Couture, il l'a remporté par KO et son parcours dans la promotion a soudainement pris une dimension irréelle. Une défense de titre contre Frank Mir puis une autre contre Shane Carwin et voilà que la bête de foire devient l'un des combattants les plus dominants de l'histoire de la catégorie. Il a fallu que la machine de cardio Cain Velasquez mette un terme à tout ce bazar lors de l'UFC 121 pour que les choses reprennent leur cours. Pour toutes les critiques qu'a rencontré Brock lors de ses premiers pas en MMA, il n'a pas volé sa ceinture, il n'a pas volé ses défenses, mais la critique majeure qui peut être faite à son règne est son inactivité. 2 défenses en 2 ans qui ont forcé la création de ceintures intérimaires à un moment où l'UFC connaissait un essor mondial, le prix à payer pour avoir des superstars, il faut croire. Numéro 2, Cain Velasquez 2012. Ce que je dirais du second règne de Cain Velasquez, c'est qu'il a été ce que le premier se promettait d'être. Un an tout juste après avoir perdu sa ceinture des mains de Junior Dos Santos, Cain prend sa revanche lors de l'UFC 155 et avec, il reprend le fil de sa domination sur le sport. Cain est le combattant dont vous parlent ses contemporains avec nostalgie, certains continuant d'affirmer qu'il était le poids lourd le plus complet de tous les temps, d'autres qu'on n'avait jamais vu un tel talent. La vérité est sûrement un peu plus modérée que cela, mais il y a du vrai dans ce qu'on dit sur Cain Velasquez. Sa carrière a été minée par des blessures à répétition, notamment à son dos, ce qui l'a
l'a toujours empêché de réaliser son plein potentiel. Pour un combattant diminué, il s'en est tout de même extrêmement bien sorti, empilant 2 défenses de ceinture contre Bigfoot Silva, puis de nouveau contre Junior Dos Santos, mais difficile de ne pas songer à ce qu'il aurait pu être s'il avait été en bonne santé. Un temps considéré comme le meilleur poids lourd de tous les temps par beaucoup, il s'est fait soumettre par Fabricio Werdum en 2015 après avoir dû réparer une déchirure du ménisque, une sortie pour la petite porte pour Velasquez, qui ne combattra que 2 fois supplémentaires, mettant fin à sa carrière de la plus belle des manières en mangeant un KO en 26 secondes par Francis Ngannou. Numéro 1, Stipe Miocic 2016. Je sais que c'est difficile à imaginer pour les fans les plus modernes de l'UFC, mais fut un temps, la division des poids lourds était extrêmement active. D'ailleurs, Stipe Miocic est probablement le dernier champion des lourds de la promotion à avoir eu un règne aussi dynamique et complet, et je sais que c'est pas simple à envisager maintenant qu'il est devenu un quarantenaire boiteux, mais Stipe était un vent d'air frais formidable en 2016. Il ne lui a fallu qu'un peu plus de 2 minutes pour mettre KO Fabricio Werdum et s'emparer de la ceinture, et à partir de là, il est devenu inarrêtable. Alistair Overeem, Junior Dos Santos, Francis Ngannou, Stipe a surclassé toute la division en un peu moins d'1 an et demi, défendant sa ceinture 3 fois, un record chez les poids lourds, et le plus important, il l'a fait sans vraiment rencontrer d'opposition. Pour beaucoup, Stipe était le sommet de ce qui pouvait être attendu d'un poids lourd, et beaucoup commençaient à parler de lui comme du meilleur poids lourd de tous les temps, un narratif bien poussé par Dana White, qui en avait un petit peu marre d'entendre parler sans cesse de Fedor Emelianenko. Ironiquement, il a fallu qu'un poids lourd léger monte d'une catégorie pour s'occuper du cas Stipe, qui ne semblait pas avoir d'égal parmi les siens. Daniel Cormier est venu écrire l'histoire de l'UFC 226, mettant fin à un règne de tous les records. Voilà mon classement, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous avez des rectifications, de toute façon il y a beaucoup de places interchangeables, et en tout cas on se reparle bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, et on se reparle bientôt, salut tout le monde.